Ramos se fait bien pousser, hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'angle pris depuis le public. Il se fait pousser Ouais, sur un petit ramasseur de balles, j'ai l'impression, qui se fait complètement pas plus éclater grand au que ça. sol. Pas plus grand Ouais, que ça. pas plus grand que ça. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour le 58e épisode du Rugby Show. Après cette troisième journée de top 14, on en a des choses à se dire. On vous invite comme chaque semaine à vous asseoir à côté de nous sur le canapé et discuter rugby. Pour ceux qui nous regardent avec la vidéo sur YouTube, vous avez le plan qui s'affiche sur ma gauche. Pour les autres sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, permettez-moi d'annoncer le programme de cet épisode. On parlera évidemment des records offensifs du top 14 dans le chiffre du jour. On abordera la bagarre Stuart Octomar Ramos dans le vrai ou chaud. Puis ce sera le tour du grand des semaines que vous avez choisi sur notre Instagram. L'UBB a-t-elle la meilleure ligne de 3/4 du championnat? Viendront évidemment pour clôturer l'épisode le Paris Chaud et le Tu préfères. Autour de moi, les invités, je peux vous le dire, sont tous sourires. Et d'abord, Elios qui a passé un beau week-end briviste. Elios. Ouais, tu fais pas si bien dire, Clément. On occupe déjà la première place de la Pro D2 et au Stade Amédée Domenech, il y a eu une pluie d'essais, comme sur tous les terrains de top 14 d'ailleurs ce week-end. On est heureux, ça fait très plaisir. Merci Ah, ça. d'avoir accepté l'invitation de 58. Thomas également qui a un grand... Salut Thomas, comment ça va? Ça va, comme un Argentin qui s'est nourri de Springbok tout le week-end. Ça fait plaisir de voir le retour de bâton contre les Sudaf qui ont perdu d'un point sur un score de 29-28. Ça fait plaisir. Je suis bien d'accord avec toi. Et enfin, le troisième invité, non des moindres, c'est Berton qui était ce week-end à Clermont. Salut Victor, des nouvelles d'Urios? Eh bien moi, vous savez quoi les gars, j'ai jamais été aussi heureux. Les deux meilleurs clubs français sont en tête du top 14, Toulouse et l'ASM. Ouais, l'ASM a été reçu, 10 sur 10 à domicile, Urios va prolonger. Autant vous dire que le week-end dernier, après avoir été au match, j'ai bu beaucoup de jaune pour devenir bleu. Hein. Et puis vous savez quoi, j'ai entendu dire que El Cartel del Saint-Nectaire a retrouvé des couleurs. Et j'ai même pu parler à leur leader, Pablo Saint-Nectar. Ouais, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit texto, on est de retour, la mafia cassoulet, ils ont peur, c'est des saucisses, Airbus sans des pneus Michelin, ils ne pourront rien faire. Ouh, Victor qui nous a écrit un petit poème pour sa rentrée, ça nous fait très plaisir. Ça avait l'air d'être grandiose à Clermont ce week-end. Les gars, j'ai pas envie de vous presser, mais on a beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup de chance de vous recevoir. Merci d'être venu au studio. Je vous propose que l'on commence tout de suite avec le chiffre du jour. C'est parti, trompette. Et d'ailleurs, si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es pas chaud, bah, mets un pull et abonne-toi. Les gars, une question pour vous pour commencer ce chiffre du jour et parler d'un top 14 offensif. Combien d'essais ont été marqués la saison dernière en championnat? La saison dernière. Moi, je pense qu'il y a eu une pluie d'essais, une pluie d'attaques l'année dernière et qu'on a passé la barre des 1000 essais, si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça. Pour la première fois de l'histoire du top 14. Elios, tu as totalement raison et ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle la bibliothèque, ou Le plutôt statisticien. l'encyclopédie, le statisticien. En effet, 1007 essais qui ont été marqués l'an dernier en top 14 et c'est Toulouse qui a dominé les débats avec 103 réalisations au compteur. Ouais, c'est 10%. hallucinant. Ouais, plus de 10%. Ouais, 10%. Plus largement, ce que je voulais aborder avec vous dans ce chiffre du jour, c'est un top 14 qui est donc de plus en plus offensif, comme le rapportent nos confrères de Rugbyrama. Sur 10 ans, le nombre d'essais a augmenté de près de 60% en top 14. C'est fou, ça. Je sais pas si vous imaginez à quel point le rugby à l'époque, c'était horrible. Le rugby avant le rugby show. C'est ça. On apprenait le beau jeu, maintenant toutes les équipes de top 14 s'y mettent. Et je crois qu'il y a le nombre de pénalités par match et le nombre d'essais par match qui s'est inversé, non? Ouais, exactement. En fait, il y a un rapport essai-pénalité qui s'est inversé dans le match. Avant, tu avais un rapport essai-pénalité à 6,35 en 2010-2011 et aujourd'hui, tu es à 3,8. Ça veut dire en gros qu'il y a plus d'essais qu'avant et moins de pénalités qu'avant. Et donc, globalement, on fait plus de pénal-touches que de tirs au poteau. Donc, on voit plus de combis, on voit plus de tentatives d'essais et d'essais, en l'occurrence. Ouais. À votre avis, c'est dû à quoi?
Bah, déjà, ça se rapproche du standing international, hein, parce que je crois que dans les autres ligues de rugby, c'est déjà le cas. On était une des ligues les moins offensives du monde. Donc, c'est déjà se rapprocher un peu des standings internationaux. Après, tu as aussi ce côté évolution de la règle, où ça va toujours porter vers le jeu. Bon, tu as aussi évolution de la règle pour la sécurité, mais en général, les dirigeants, ils cherchent à qu'il y ait plus de spectacles, plus de monde dans les stades. Donc, les équipes vont proposer un jeu plus offensif, que ce soit pour leur bien ou pour gagner des matchs en s'adaptant à la règle. Ouais, non, aussi, on voit l'IRB qui adapte tous les ans des règles et qui cherche à mettre vachement la défense de plus en plus en difficulté, plus que même, je dirais, en fait, l'offensif en avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut tout de suite sortir avec un plaqueur plaqué. Enfin, l'attaque a vraiment l'avantage par rapport à la défense. Donc ça permet du jeu beaucoup plus rapide. Voilà, c'est aussi tout l'enjeu de ça. Avant, on passe aussi beaucoup moins de temps en mêlée, et avant il y avait beaucoup plus de pénalités aussi, je crois, sur les mêlées. Du coup, quand vous avez une pénalité aux 40 mètres à la mêlée, vous prenez 3 points, vous prenez les 3 points, et ça faisait des beaux Bordeaux, des Beigles Béziers par exemple, à 6-3 sous la pluie sur une nuit d'hiver. Et le temps de jeu effectif à l'époque, il était beaucoup moins grand qu'aujourd'hui. Donc plus de temps de jeu effectif, c'est plus de temps pour marquer des essais. Et là, ce week-end, on en a vu. Il y a eu un triplé. Gaël Barret, Dylan Leeds, les 3 qui ont marqué un triplé. Assez hallucinant ce début de saison. Petite anecdote de Dylan Leeds. C'est son premier triplé en carrière à 32 ans, alors que le mec, il a une vingtaine de sélections. Et la dernière fois, il avait failli marquer un triplé pendant un match avec les Stormers en Afrique du Sud. Et à l'époque, il jouait avec Cheslin Colby. Mais c'était le dernier match de Colby. Et du coup, il avait déjà marqué un doublé. Il n'a pas voulu marquer un triplé pour le dernier match de Colby. Donc, il a donné le ballon dans le but. Magnifique. Quel homme. Là, il a envoyé un petit message à Colby, genre, ça y est, il est venu finalement mon triplé. C'est beau un triplé. C'est vrai que c'est assez dingue, Clément. Là, même encore cette journée, 41 essais, il y a eu 5,8 essais de moyenne. Il y a eu 4 bonus offensifs, je crois. Donc, 3 ou 4 bonus offensifs sur cette journée, c'est quand même assez énorme. Et en vrai, c'est super pour le rugby parce que c'est un cercle vertueux aussi. Il y a plus de monde dans les stades, du coup, plus de téléspectateurs qui se connectent à la télé. Ça fait plus d'argent autour du rugby, plus de stars qui peuvent rejoindre le top 14. Et voilà, donc honnêtement, c'est trop bien. Et à part les supporters du Stade Français qui se plaindront de voir du beau jeu, honnêtement, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. J'allais te dire. On va se prendre la foudre des puristes encore dans les commentaires qui vont nous dire ils ont rien compris au rugby, ils pensent que les rugby c'est que des essais, n'importe quoi. Non, mais il y avait la pluie. C'est ça. Le problème du Stade Français, c'est que dès que ça se met à jouer, ils savent plus du tout quoi faire. Et du coup, voilà, ils peuvent prendre des branlées contre des équipes trop offensives. Ils n'arriveront pas à maintenir la cadence. Genre Van. Mais Van, honnêtement, c'est en mode offensif. Dans ce début de championnat, ils ont reçu Toulouse. C'était pas facile, mais ensuite ils ont marqué beaucoup de points à l'extérieur, à Paris justement. Et puis là, ils ont gagné enfin ce week-end. Première victoire pour Van dans l'histoire du top 14. C'est magnifique. C'était la folie au stade de l'Arabine. On embrasse tous les habitants de Vannes, évidemment, qui nous ont envoyé la foudre après les propos d'Elios tenus la semaine dernière. On s'excuse et on se désolidarise, évidemment, de l'ensemble des propos de notre chroniqueur pas préféré. Les gars, merci d'avoir participé à cette chronique sur un top 14 toujours plus offensif. On a hâte de cette année. Il est très probable, évidemment, qu'on dépasse encore le record de l'an dernier des 1007 essais. Je propose qu'on passe à la chronique suivante, le fameux vrai ou chaud avec Thomas. C'est parti. Jingle, trompette, jingle. Victor Hugo disait de ne pas croire tout ce qu'on peut lire sur Internet. Ça tombe bien, le vrai ou chaud, c'est l'occasion de rétablir la vérité absolue. Aujourd'hui, au programme de votre chronique bientôt préférée, on va parler des équipes en difficulté en ce début de saison. Et pour lancer la chronique, comme toujours, une anecdote qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. L'anecdote du jour, elle concerne l'international écossais Stuart Hogg, nouvelle recrue du MHR, mis en examen pour harcèlement conjugal, et Thomas Ramos, l'arrière du Stade Toulousain. Ils en sont venus aux mains ce week-end pendant Montpellier-Toulouse. Pourquoi, me demanderez-vous ?
Eh bien, Thomas Ramos aurait dit à Stuart Hogg juste avant la bagarre, touche pas à ce ballon, sinon on va te faire la même chose que t'as fait à ta femme. C'est possible ça? Ouh là là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est Mohamed Aouas qui lui a dit que c'était faux. Ah, c'est possible, hein. Ramos, moi, je l'adore, je l'aime beaucoup, mais ça peut être une pute. Je le vois bien lâcher des grandes punchlines comme ça, bien piquantes. Un mec comme Stuart Hogg qui peut être un peu faible mentalement en ce moment, je pense qu'il est pas au meilleur de sa forme, donc c'est facile de le faire dégoupiller. C'est possible qu'il ait dit ça, moi, je pense. Hein. Non, évidemment qu'il a pas dit ça, mec. Et il l'a dit avec un anglais parfait, avec un petit accent de Nottingham, du nord de l'Angleterre. Même si j'adorerais que ce soit vrai, c'est probablement faux. En tout cas, ce qui a provoqué la bagarre, c'est Hogg qui a poussé Ramos sur un jeune ramasseur de balles, comme un aveu d'impuissance dans une fin de match remportée par les Toulousains. Et du coup, le MHR, 2 matchs à domicile, 2 défaites, ça commence à piquer. Ouais, ça commence à piquer. Masterclass de Toulouse. Ramos se fait bien, Ramos se fait bien pousser. Hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'angle pris depuis le public. Il se fait pousser sur un petit ramasseur de balles, j'ai l'impression, qui se fait complètement éclater au sol. Pas plus grand que ça. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Elios montrait la taille de son micro. Gros micro. Et après ça part en général. Montpellier, c'est un peu catastrophique ce début de saison. Hein. Ouais, t'as l'impression que la victoire à l'USAP de la semaine dernière, ça fait c'était un peu une illusion, quoi. Ils ont pas réussi à confirmer à domicile et honnêtement, Toulouse, t'as dit quoi? Exploit, non, t'as dit quoi? Je sais pas ce que t'as dit, mais Toulouse, ils ont livré un match relativement propre, mais ils ont pas non plus fait le match du siècle, pardon, et ils ont réussi à s'imposer sans trop de difficultés. T'as l'impression qu'ils ont toujours pas trouvé de caractère à Montpellier. Ouais, c'est pas rassurant. Moi, je les vois pas du tout conquérants là sur cette saison. Ouais, après 3 journées. Après 3 journées en top 14 seulement, il y a déjà des gros du championnat qui sont en difficulté, puisqu'ils sont à égalité de points avec le RC Vannes. Et c'est un argument qui me paraît suffisant pour illustrer les difficultés d'une équipe en début de saison. Et du coup, avec Montpellier à égalité de points avec Vannes, il y a aussi le Stade Français et le Racing. On en parlait justement, équipes parisiennes qui sont bien dans le dur. Honnêtement, il y a des gros hein, comme le Racing ou le Stade Français, c'est vraiment compliqué. On les attendait, ils avaient annoncé des grosses ambitions au début. C'est décevant. Après, honnêtement, le championnat il est long. Ils ont quand même des gros effectifs et à voir si des Castres, des ASM, des choses comme ça pourront aussi tenir la cadence. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est pas rassurant pour les clubs parisiens quand même. Hein. Franchement, je trouve qu'ils font pas preuve de caractère et ils sont, tu vois, surtout, bah, c'est la vérité. Surtout, t'as pas l'impression, enfin, tu sais pas trop comment les aider à trouver la solution, je trouve. En ce moment, on dit plus chocolatine que pain au chocolat. Ouais. Ça commence à faire longtemps là quand même. Hein, ça doit pas dire. Mais ouais, c'est quand même comme tu disais que Victor, c'est 2 équipes qui sont relativement en phase de reconstruction, qu'on fait quelques changements au niveau du recrutement et ils ont du mal à se mettre en route. Après, le Stade Français, c'est pas forcément étonnant non plus parce que bon, l'année dernière, on va pas dire qu'ils avaient volé leur 2e place, mais on va dire quand même. On peut pas non plus dire que c'était 100% mérité, non, mais regarde, tout à l'heure, tu parlais du jeu offensif, du jeu porté vers l'avant avec beaucoup d'essais et Stade Français, c'est pas forcément un jeu qui prône. Donc tu vois que ils ont payé le plus fort aussi à un moment. Ils ont payé qu'ils ont changé second pour Carbonel et Carbonel il a mis 3 pénalités à côté d'entrée et dans un match fermé où il pleuvait des cordes, ces 3 pénalités ça fait vachement la différence et au final voilà, c'est comme ça que tu perds contre Toulon, une équipe qui a vraiment des ambitions, qui a même dit et affirmé qu'il voulait essayer de finir dans le top 2. Ouais, c'est peut-être un peu ambitieux hein. Quand t'as que Daumont 15 c'est un peu ambitieux. Ils font jouer Païua en 15, il y a quand même moi je trouve que c'est une équipe qui s'est très vraiment étoffée Toulon, qui sur toutes les lignes ils ont apporté un vrai plus, voilà, du Sinclair, du Ladlam, ils ont 3-10 de très haut niveau, c'est pas mal. Ouais, ils sont combien au classement Toulon là? Ils sont 6e. 6e. Ouais. 3 matchs un peu. Ouais, non, mais bien sûr. 3 matchs. Ils reçoivent Vannes la semaine prochaine, donc on va voir s'ils
S'ils vont Deux confirmer, matchs à Chivas va l'extérieur. réussir. Ouais. Ouais. Il faudra confirmer. Merci Thomas pour ce petit vrai ou chaud. On embrasse évidemment Thomas Ramos, hein, on le sait, fidèle écouteur de ce podcast. On t'embrasse Thomas. Et Pasteur. Les gars, on t'embrasse pas du c'est tout. peut-être le moment de passer à la chronique qui a fait que tous les écouteurs ont cliqué sur cette vignette. Le grand débat du jour. L'UBB a-t-elle la meilleure ligne de 3/4 ? C'est parti. Jingle. Bienvenue les gars dans la chronique du débat du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'UBB. L'UBB, les gars, depuis le début de la saison, on parlait d'équipe offensive, c'est 17 essais et 16 essais de 3/4. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que l'UBB possède la meilleure ligne de 3/4 du championnat, voire du monde ? On va se cantonner au championnat pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le débat va opposer Thomas et Clément. Qui veut prendre le lead ? Qui veut commencer aujourd'hui ? Thomas, je t'en prie. Allez, moi je suis pour, je commence et comme ça je t'enterre tout de suite. C'est-à-dire prends le chrono. Allez. Les lignes arrières de l'UBB sont depuis quelques mois les plus flamboyantes du top 14. Ça envoie du jeu et du spectacle dans tous les sens et les résultats suivent. C'est l'incarnation même d'une ligne de 3/4 ambitieuse et en confiance. Les ballons vivent jusqu'en bout de ligne et ça tombe bien puisqu'ils ont la meilleure paire d'ailiers du championnat avec Louis Bielbiarré et Damien Penaud qui ont tous les deux inscrit des triplés ce week-end. Au total, 8 essais inscrits contre le Racing, tous marqués par des arrières. À Bordeaux, on vendange plein de choses, mais pas les occasions d'essai. Très fort. Pas mal. Très fort, c'est intéressant. T'es sur la forme, moi je vais plutôt être sur le fond. Ouais, Clément, Je sais Clément, à toi quand tu veux. Allez Clément. C'est un débat intéressant mais facile à trancher. L'UBB a définitivement l'une des meilleures lignes de 3/4 du championnat, mais pas la meilleure. Sans rentrer dans une analyse poste par poste, Toulouse est selon moi plus solide. En 15, un Ramos tête à claque ou un Kinghorn qui, tu le disais Thomas, n'a jamais perdu avec Toulouse vaut mieux qu'un Buros. Un Pita Aki me fait au moins autant rêver qu'un Moefana, et c'est sans parler de Choco Barré, auteur d'un grand match avec l'Argentine ce week-end. Ne parlons même pas du duel Dupont-Lucu, déjà tranché depuis longtemps. En fait, j'ai le sentiment que Bordeaux a la deuxième meilleure attaque du championnat, mais pas la première. L'UBB me fait vibrer, c'est vrai, mais Toulouse est trop fort. Et rendez-vous d'ailleurs dimanche à 21h à Ernest Vallon pour l'explication. Wow. Pas mal. Ça va être Alors, compliqué il y en a un qui parle des ailiers, l'autre qui parle de la charnière. C'est vrai Ouais, que c'est les bizarre. 3/4, c'est dur. Chacun a appuyé un petit peu peut-être sur le point fort de chaque ligne des 3/4. Mais c'est vrai que si on prenait la charnière et peut-être un peu à l'avantage de Toulouse, Ouais. même si là, Lucu Jalibert, ils font un sacré début de saison. Ouais. Voilà. La paire de centres, c'est vrai que je trouve que ça se vaut parce que tu mets un deux porteurs avec Moefana et contre un Aki qui est pas mal et Choco Barres qui Ça se vaut. est Ouais. pas mauvais, tu vois. Enfin, Paul Coste. voilà. Ouais, Paul Coste aussi, mais c'est pareil, ils ont une belle profondeur aussi. Il y a des beaux centres. Voilà. Et après, bon, les ailiers, je pense que c'est quand même vachement à l'avantage de Bordeaux. On voit des ailiers très tranchants. Bielbarré, je pense que ça domine peut-être le Bel. Kinghorn, est-ce que contre Penaud, peut-être que Penaud est peut-être un petit peu plus dominant encore, je trouve, offensivement en tout cas. Peut-être un petit peu moins sur les ballons. Il faut juger une ligne de 3/4 en attaque et en défense. Et après, derrière, quand même, pour moi, Ramos, ça reste le king, même si Buros, c'est un sacré attaquant. C'est un sacré prestation. attaquant, je suis d'accord. C'est pas qu'une somme d'individualité, une ligne de 3/4. C'est aussi une tactique, c'est un style de jeu. Tu vois, il y a chaque 10, Ntamak ou Jalibert a un style de jeu très particulier. Aujourd'hui, la ligne de 3/4 de l'UBB, elle fonctionne très très bien. Et il y a des beaux automatismes qui se sont déjà créés. Quand tu vois qu'à Toulouse, Dupont est même pas encore revenu à l'entraînement. Même si je doute absolument pas de la capacité d'Antoine Dupont à être meilleur que Maxime Lucu au bout de 3 minutes. Hein. Ouais. C'est sûr. Même d'une minute, je pense. 1 minute 10. Mais c'est vrai que là, vos deux parties étaient assez convaincantes. La question du débat à l'origine, c'était pas Toulouse ou Bordeaux, c'était est-ce que Bordeaux possède la meilleure ligne de 3/4. Mais quand tu regardes le résultat de la finale de top 14, indéniablement, tu peux pas dire que
que la ligne de 3/4 de Bordeaux est forcément meilleure Ouais. que celle de Toulouse. Après, j'ai l'impression que, comme tu disais, Thomas, Toulouse, c'est une équipe qui est peut-être plus complète, plus dominatrice devant, et du coup qui se repose peut-être un petit peu moins sur ses 3/4, alors que, comme je le disais en introduction du débat, Bordeaux, c'est 16 essais sur 17 marqués par les 3/4 cette saison. Ils ont marqué 8 essais là, contre le Racing, c'était 8 essais de 3/4 aussi. Et donc, Non, alors ça c'est faux. Il y a Damien Penaud, son troisième essai, c'est derrière un maul. Il est venu le voler celui-là. Il est arrivé, il a joué le ballon, il a aplati comme un gros talonneur conducteur de camion. Ouais, donc même pour faire des molles, ils ont besoin des 3/4, tu vois. Donc ça montre un peu la dépendance, la 3/4 dépendance que l'UBB a. Mais c'est vrai que moi, ça me fait plus rêver. C'est plus du rugby champagne, mais c'est peut-être un peu le bordel, un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que la ligne la ligne de 3/4 de l'UBB, moi, c'est celle qui me fait peut-être un peu plus rêver que celle du Stade Toulousain. Mais si tu parles en termes de collectif général avant et 3/4, à Toulouse, c'est quand même une autre histoire, quoi. Je suis d'accord. Après, et je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais le style de jeu des 3/4 de Bordeaux, je trouve, s'inspire quand même largement de ce que Toulouse développe depuis des années, avec un effectif qui apprend à se connaître, qui est structuré depuis quand même pas mal de temps. Ça fait 2 ou 3 saisons que cette équipe, que ce collectif commence à se connaître. T'as des jeux au pied, t'as un espèce de flair un peu, tu vois, l'essai de Bielbarré qui envoie son ballon dans un pseudo en avant ce week-end, qui finit par le récupérer pour aller marquer, etc. C'est quand même un jeu vachement libéré, vachement décomplexé, où les 3/4, t'as l'impression qu'ils se marrent à l'arrière. Voilà. Donc je trouve que mine de rien, c'est des profils assez similaires. Et j'ai comparé à Toulouse, Elios, parce que je voyais pas à quelle autre ligne de 3/4 tu pouvais comparer. Hein. J'ai regardé un peu au Stade Français, voilà, il y avait pas grand monde. Ouais. On va voir la semaine prochaine. Allez, on a tranché. Exactement. Parler, explication de texte dimanche prochain à Ernest Vallon. Et je propose tout de suite qu'on passe le micro à Elios pour sa chronique. Votre chronique, pas tant que ça préférée. C'est parti. Vous l'aimez pas trop celle-là, visiblement. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Mes amis, mes fidèles pronostiqueurs, bienvenue dans la chronique du ticket le moins perdant, aussi connu sous le nom de Paris Show. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, ça va trembler. Donc après 3 journées d'intense, il est temps de regarder vers la 4e journée du top 14. Mais avant cela, on va faire un rapide, mais alors très rapide. C'est pour faire plaisir à Clément. On va faire un très rapide coup d'œil sur mes pronostics de la semaine dernière. J'avais annoncé la surprise avec Van qui allait faire tomber le loup. Et j'ai vu juste. Première victoire historique de Van en top 14. J'avais aussi annoncé une victoire de Montpellier, et ça s'est pas passé comme prévu. Passons à la journée suivante. Donc on va se rassurer dans cette 4e journée, parce que je vais pas vous proposer seulement 2 pronostics cette semaine, je vais vous proposer 3 pronostics, aussi fous que cela puisse paraître. Je vois 3 victoires à l'extérieur pour cette 4e journée. Je vois tout d'abord, et je vais faire confiance aux courbes de performance des 3 premières journées. Donc, je vois une victoire de l'ASM qui fait un super début de saison. Victor, t'en parlais tout à l'heure, aller s'imposer à l'USAP qui est en grande difficulté. Et je ne sais pas s'il retourne à Aimé Giral ou s'il reste à Béziers, mais j'espère pour eux qu'ils vont pas les accueillir à Béziers. Ensuite, je vois une belle victoire de La Rochelle sur le stade du Racing à Créteil. Match auquel j'aurai la chance d'assister dans ce magnifique stade de Créteil. Ça donne la chair de poule, l'ambiance là-bas d'ailleurs. Je vous conseille à tous d'y aller. Et finalement, le match qu'on attend tous, c'est peut-être le meilleur match de la saison en clôture de cette 4e journée de top 14. C'est Bordeaux, l'UBB dont on parlait là, tout à l'heure dans le débat, face à Toulouse. Est-ce que c'est le match de l'année? Je ne sais pas. Ce serait peut-être... c'est à Toulouse, donc c'est peut-être un peu déséquilibré. Le match de l'année, c'était plutôt quand ça se joue à Bordeaux. Ouais, t'as raison. Accrochez-vous bien, les gars. Et là, je pense que je vais recevoir des lettres d'insultes et une horde de Toulousains de la mafia cassoulet devant chez moi dès demain matin. Je vois l'UBB battre Toulouse pour la première fois de son histoire sur les terres toulousaines. On en parlait, l'UBB, c'est clairement la meilleure attaque du top 14 et encore plus en début de championnat. Pas du tout clairement. On en parlait, c'est clairement le cas. On l'a dit, c'est complètement le cas. Non, mais très clairement, moi, je vois l'UBB, ils l'ont coché ce match en J4. Tu vas à Toulouse, ils l'ont coché dans leur préparation cet été. Ils ont pensé qu'à ça, c'est sûr. Ça va leur permettre d'enterrer un peu les cauchemars qu'ils ont fait suite à la finale du top 14. Donc moi, les gars, je vois Bordeaux créer la surprise et s'imposer d'une courte tête, peut-être d'un point ou deux, à Toulouse à la dernière seconde sur un essai de Jefferson Poro.
Il me plaît ce pari, Elios, il me plaît. Je pense que pour Clermont, c'est possible, même si l'USAP, après 3 défaites, va peut-être réagir. Et puis après, là, Toulouse-UBB, ça va être un grand match, sachant que Toulouse n'a pas toutes ses forces, enfin, notamment Dupont qui est pas encore de retour à la compétition. Donc un grand Bordeaux peut faire tomber Toulouse. Moi, en fait, quand je me rappelle que t'es le trésorier de cette équipe et que tu fais absolument n'importe quoi avec le flouze, ça m'inquiète. Mais t'as toujours de toute façon un pari perdant dans tes combinés. Ouais. Et voilà, on sait Attends, par lequel contre, c'est. excuse-moi, je te coupe, j'ai oublié de préciser. Jouer comporte des risques, donc n'en prenez pas trop et jouez pas les 3 en combiné. Faut jouer les matchs séparément parce que Faut mettre 1000 sur chaque. jouer comporte Plutôt des que risques. 3000 sur un. Exactement. Mais ouais, les stats vont pas trop en la faveur de mon pronostic puisque, comme je vous le répétais, Toulouse, l'UBB s'est pas encore imposé, je crois, à Toulouse en top 14. Alors moi, je dirais que Toulouse, qui a fait un petit peu tourner quand même contre le MHR, va être quand même avec le full effectif. Je vois ça très compliqué tout de même. Toulouse, ils sont tellement sereins. On les a vus même contre La Rochelle quand ils ont douté, quand ils étaient vraiment... La Rochelle venait de repasser devant, une équipe ultra sereine. Après, en début de saison, tout peut arriver, mais quand même, je vois plutôt Toulouse s'imposer. L'ASM à Perpignan, en fait, l'ASM a pris 10 sur 10, mais n'a pas fait un beau match. Enfin, je sais pas, même Urios l'a commenté, mais ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire rentrer pas mal de nouveaux joueurs qui ont toujours pas joué. Falgou, Aloatea, Simonet, enfin voilà, des joueurs quand même plutôt confirmés. Non, mais des joueurs confirmés, des bons joueurs, et ils peuvent inquiéter quand même du SAP. Bah oui, moi je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison. Et Jefferson Poirot qui délivre les siens à la dernière seconde, vous en pensez quoi de ça? Il va claquer à la 60e, Jefferson, on le connaît. Moi, je jouais avec lui et on est de la même année. Il était, on jouait ensemble dans l'équipe Auvergne-Limousin. Et c'était pas mal en sélection. Non, il était énorme en sélection, lui. Ouais, un petit peu moins énorme à l'UBB. Un petit peu moins. Ouais, mais c'est un briviste, c'est un briviste. Tu devrais pas cracher sur les brivistes comme ça. Hein. Ah bah non, Dieu te punira. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il va marquer. Merci Elios pour avec cette plaisir. analyse très mesurée comme à ton habitude. On rappelle à nos écouteurs que tu seras là, comme Bruno Le Maire, tu seras là la semaine prochaine pour rendre des comptes. Merci à tous. Je vous propose qu'on passe à la dernière chronique de cet épisode. Et oui, déjà malheureusement, votre chronique la moins préférée, le tu préfères avec Victor. C'est parti, trompette. Messieurs, il n'y a pas que du beau rugby en France. Et vous savez, il y a une vraie finale qui se joue. Alors, tu préfères, dans l'hémisphère sud, tu préfères voir ces salauds d'Argentins qui nous ont battus en finale de la Coupe du Monde de foot, qui nous accusent à tort de violer leurs femmes, gagner ce match, ou ces Sud-Africains qui nous ont volé notre Coupe du Monde en France? Une petite remise en contexte. C'est vrai. Il y a l'Argentine qui a battu l'Afrique du Sud ce week-end dans le Rugby Championship, pendant la 5e journée du Rugby Championship. Là, c'est la 6e journée. Et donc, l'Argentine, s'ils gagnent avec le bonus offensif contre l'Afrique du Sud à la maison, ils gagnent le Rugby Championship pour la première fois de leur histoire. Ça serait quand même assez ouf. Et moi qui suis souvent pour l'outsider ou contre l'Afrique du Sud, ça fait une double raison pour de supporter les Argentins, même si voilà. C'est difficile comme choix. Hein. Moi, pour les mêmes raisons que Thomas, que voilà. Non, évidemment, on peut pas être pour les Sudaf. Quelle question? On est évidemment pour l'Argentine. Ouais, c'est ça. Nous, on aime bien, on supporte le petit poussé du Rugby Championship. Et d'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'ils gagnent contre l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande dans la même compétition. Donc, c'est une équipe en progression. Et moi, j'en ai marre que les Sudaf, pour moi, c'est pas la meilleure équipe du monde. J'en peux plus qu'ils gagnent des titres et qu'ils soient reconnus comme tels. Donc, j'espère qu'ils vont prendre un petit revers, une petite remontada des familles, parce qu'ils se voyaient gagner sur un grand tapis vert il y a 2-3 journées de ça. Et au final, ça va pas être si simple que ça. Mais bon. Mais faut qu'ils gagnent avec
avec Ouais, le non, mais c'est bonus, mort. les gars, en Afrique du Sud. C'est une belle Non, finale. c'est en Argentine. T'es sûr? Ouais. Ah ouais. Ouais, Thomas, c'est l'expert hémisphère sud de l'équipe du rugby show. Si Thomas est sûr, il y a une chance sur deux que ce soit vrai. Ouais. C'est vrai ou chaud? Non, mais là où ils se sont mis vraiment bien, l'Afrique du Sud, c'est que dans ce Rugby Championship, t'affrontes chaque équipe 2 fois. Puis l'Afrique du Sud, ils ont reçu 2 fois les All Blacks, qui étaient un peu la seule équipe qui pouvait vraiment les inquiéter, et donc ils les ont battus 2 fois. Et bon, l'année prochaine, aller 2 fois en Nouvelle-Zélande, c'est pas la même. Hein. Ouais. Non, c'est à Nelspruit, en Afrique du Sud. Hein. Ah non, sérieux? Ouais. Voilà Ouais. ce que j'avais dit. Une chance sur deux. Une chance sur 2. Ouais. Voilà. C'est tombé du mauvais côté de la pièce. Ouais, c'est le côté que tu veux. Il semblait Merci. bien avoir lu ça. Mais vous voyez qui alors? Vous pensez pas que les Argentins qui ont Non. été battus les All Blacks en Nouvelle-Zélande peuvent gagner l'Afrique du Sud? Bah, moi, je vais te dire un truc. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique et aucune cohérence dans ce championnat. Donc, non, mais une semaine, t'as l'Argentine qui défonce l'Australie, l'Australie qui se fait, qui perd pardon de quelques points contre la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est pas très cohérent. Pareil, les Blacks qui gagnent un coup, qui perdent un coup contre les. Il contre dit les ça parce qu'il a Argentins. perdu 200 balles sur l'Afrique du Sud ce week-end. Ouais, non, mais ce championnat, il est assez illisible et pourtant les équipes tournent pas trop. Donc c'est pour ça que les effectifs, je trouve, tournent pas trop. Donc ça m'étonne que les résultats soient aussi hétérogènes. Et je vois quand même l'Afrique du Sud gagner très facilement chez eux. Parce que là, j'ai l'impression aussi que sur ce match contre l'Argentine le week-end dernier, comme ils savaient qu'ils n'étaient pas trop menacés au niveau du classement, ils ont peut-être pas tout donné. Et là, sur une finale à domicile, bon, il y a peu de chance quand même. Hein. Ouais, Et je vous invite à voir la pénalité de Libok il manque 35 mètres légèrement sur le côté pour la pénalité de la gagne. Ouais. Après, Ça on fait sait que plaisir, l'Afrique ça, du Sud hein. en ce moment est secouée par des problèmes en interne, avec notamment un changement de conseiller dopage et hormones, voilà, qui forcément doit chambouler un peu les repères des uns et des autres. La c'est création sûr. du poste, en fait. C'est enfin supervisé le dopage en Afrique du Sud et ça rassure hein, pour la santé des joueurs. Ils sont toujours autant chargés, mais là, ça sera Pas pour les supervisé. titres. Merci les gars d'avoir répondu présent à l'appel 58 du Rugby Show. On espère que cet épisode vous a plu, évidemment. Comme vous le savez, on sera de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore plus chaud. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous attend avec impatience pour encore plus de Rugby Show Abonnez-vous. tout au long de la semaine. Et ben voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Et puis surtout, n'oubliez jamais, quoi, le Rugby Show, c'est chaud. Et abonnez-vous. C'est chaud. Abonne-toi, salaud! Pas.